عسلامتكم، مرحبا بكم في بيت الحكمة. اليوم قسم العلوم في بيت الحكمة عنده نشاط يتمثل في محاضرة يعطيها الأستاذ شدلي عبدلي اللي هو عضو في مجمع بيت الحكمة منذ سبتمبر 2019 هكا مانيش غلطة، وباش يحكي لنا على البحث العلمي التكنولوجيا الحيوية les biotechnologies, quels enjeux économiques et environnementaux pour la Tunisie. قبل ما نعطيه الكلمة باش نقدم سي الأستاذ شدلي عبدلي. هو أكيد معظم الناس يعرفوه، لكن ممكن توضيحات ولا ممكن حتى معلومة جديدة بعض منكم ما يعرفهاش باش نقولها. Alors, Monsieur Chedli Abdelli, il est directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique depuis novembre 2017. Mais avant tout ça, il est chercheur, professeur, chercheur, et son domaine de recherche, c'est la caractérisation et la valorisation économique et écologique des plantes natives des milieux difficiles. Comme les plantes extrémophiles, les halophytes, les xérophytes et les xérohalophytes. Voilà, on apprend toujours des choses. Tous les jours, on apprend des choses à l'académie. Alors, c'est un chercheur et donc il a une production scientifique très riche puisqu'il a publié plus de 400 articles dans des revues spécialisées qui sont bien sûr indexés et avec un impact, un facteur d'impact, impact factor. Il est aussi auteur d'un ouvrage spécialisé qui s'appelle Biosaline Agriculture and High Salinity Tolerance. Et professeur Chedli Abdelli a eu plusieurs fonctions avant d'être nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la recherche scientifique. Puisqu'il a été directeur général du Centre de biotechnologie de Bourg-Sédria pendant une longue période, de 2011 à 2017. Il a été en même temps, et un peu plus longtemps, directeur du laboratoire des plantes extrémophiles, que je viens de définir. Et puis, auparavant, il a dirigé le laboratoire des plantes directeur de laboratoire d'adaptation des plantes au stress abiotique. Il est docteur d'État en sciences naturelles de la faculté des sciences de Tunis et il a reçu, si je ne me trompe pas, le prix présidentiel, c'est ça ? Oui. Quand il a eu son diplôme de fin d'études à l'École normale supérieure de Tunis. En 1980. Alors, bien sûr, je ne parle pas du H-Index, vous entrez sur Google Scholar et vous allez trouver ce qu'il y a. Il a eu plusieurs distinctions, à côté donc du prix présidentiel pour son diplôme de fin d'études d'école normale. Il a eu le prix présidentiel du meilleur chercheur en biotechnologie en 2016. Il est également lauréat du prix présidentiel du meilleur laboratoire de recherche en termes de publications scientifiques en 2018. Et il est titulaire de l'Ordre national du mérite des sciences de l'éducation, rang 3, en 2017. Alors, la toute récente distinction qu'a reçue professeur Chedli Abdelli, c'est qu'il a reçu le prix Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour l'excellence scientifique. Et ça, c'est vraiment un honneur pour l'Académie et un honneur pour la Tunisie, bien sûr. Et quand est-ce que vous allez recevoir votre prix ? Le 9-10 février. Le 9-10 février. Alors, vous allez passer le bonjour au fils de feu Kwame Nkrumah, que j'ai rencontré à la réunion, effectivement, des académies africaines à Accra il n'y a pas longtemps. Et il est venu me voir à l'académie. Lui aussi est membre de l'Académie des sciences du Ghana. Voilà, donc si Chedli, vous avez la parole. Et vous avez, donc, j'espère, pas plus d'une heure.
Bien, merci. Merci beaucoup, chère madame la directrice du département des sciences, monsieur le président de l'Académie des sciences, mes chers collègues, mes chers amis, mes chers étudiants. C'est un plaisir d'être avec vous et c'est une belle opportunité pour vous parler un peu du secteur de biotechnologie. En réalité, je vais parler un peu des enjeux économiques et environnementaux. Je vais me baser dans ma conférence principalement sur des résultats acquis dans le centre de biotechnologie de Borsadria et aussi dans le laboratoire des plantes extrémophiles. La première chose, qu'est-ce qu'on entend par biotechnologie? Les biotechnologies sont l'ensemble de méthodes techniques qui utilisent comme outils des organismes vivants ou bien des parties de ces organismes vivants, des cellules, des enzymes, des gènes. Pourquoi faire? Pour développer de nouveaux produits, pour l'alimentation humaine, pour la sécurité alimentaire, pour la santé de l'homme et pour la protection de l'environnement. Donc bio, c'est bien vie, techno, c'est les outils, et logis, c'est maîtrise. Donc la biotechnologie, c'est la maîtrise des outils du vivant. Selon les domaines d'application de la biotechnologie, nous avons les biotechnologies vertes qui sont appliquées à l'agriculture et l'agroalimentaire. Nous avons les biotechnologies rouges qui sont appliquées dans le domaine de la santé et en particulier l'industrie pharmaceutique. Les biotechnologies blanches sont les biotechnologies industrielles. Les biotechnologies jaunes, c'est appliqué dans la protection de l'environnement. Et les biotechnologies bleues, c'est appliqué pour la valorisation des produits marins. Bien, donc, je vais passer en revue ces différentes applications de la biotechnologie et je vais citer à chaque fois des exemples. Donc, je vais commencer par les biotechnologies appliquées à l'agriculture. Et donc, le défi le plus important pour ce domaine d'application, c'est comment améliorer de manière significative la production alimentaire. Pourquoi nous sommes donc en quelque sorte obligés de... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc pourquoi on est obligé d'augmenter la production alimentaire? Vous voyez un peu l'évolution de la population dans le monde. Et d'ici 2050, nous allons être, si vous voulez, 9,1 milliards d'habitants. Et pour répondre aux besoins de cette population qui est en augmentation, donc de manière progressive, donc nous avons la production alimentaire et sans tenir compte, sans prendre en considération les produits alimentaires destinés aux biocarburants, cette production alimentaire devrait augmenter de 70%. La production des céréales annuelle devrait atteindre 3 milliards de tonnes contre 2,1 milliards actuellement. Donc c'est un peu plus que la moitié. Et la production annuelle de la viande devrait augmenter de plus de 200 millions de tonnes pour atteindre 470 millions de tonnes. Donc nous sommes en quelque sorte appelés à augmenter de manière significative notre production alimentaire, mais cette production, elle doit se produire dans ce qu'on appelle les terres arables. Si on regarde un peu les terres arables, cette superficie des terres arables accuse une réduction progressive en raison des changements climatiques, donc l'urbanisation, la dégradation des terres de manière générale. Et de manière, si vous voulez, générale, la salinité et la sécheresse constituent les deux principales contraintes qui limitent le rendement de nos plantes. C'est pour vous dire, ici, c'est la carte de la sécheresse. Tout ce que vous voyez en gris, c'est un peu les régions sèches. La sécheresse, elle occupe le tiers de la surface du globe. La salinité, tout ce que vous voyez ici en rouge, elle occupe 6% de l'ensemble des terres, et ce qui représente 30% des périmètres irrigués. Les régions arides sont souvent salinisées. Vous voyez un peu, donc, si vous voulez, cette ressemblance entre les deux cartes. C'est clair que si on a des conditions d'aridité, nous avons des conditions d'évapotranspiration intense et ça devrait conduire à une concentration du sel dans le sol. Donc, avec Alèche, les régions arides sont souvent salinisées. Quelle est la situation en Tunisie?
En Tunisie, la salinité occupe 1,5 million d'hectares, soit 10% de l'ensemble du pays, Sahara compris. Ce qui représente environ 18%, même un peu plus, des périmètres irrigués. Si on voit un peu l'état de notre production, la Tunisie produit 46% de ses besoins en céréales. La Tunisie importe 38% des produits fourragers pour l'alimentation de notre bétail. Et la Tunisie importe 100% des aliments de volaille. 100%. Donc, vous voyez que d'un côté, nous devons augmenter la production, si vous voulez, et de l'autre côté, les terres sont affectées par la salinité, la sécheresse, etc. Donc, le défi, comment augmenter la production dans ces zones affectées par ces contraintes environnementales? Et nous allons commencer par la salinité. La première approche, c'est explorer la variabilité. Parce que nous avons des ressources phytogénétiques et les espèces ne présentent pas le même potentiel pour tolérer par exemple, la contrainte saline. Et donc, il est clair, si nous avons des terrains salinisés, il fallait choisir les espèces les plus tolérantes. Ici, c'est juste pour vous donner les différences entre les espèces. Vous voyez que, par exemple, pour l'orge, qui est l'espèce la plus tolérante, jusqu'à 10 unités, donc ça après 6 grammes de sel par litre, il n'y a aucune diminution de rendement. Alors que si je prends le haricot, déjà pratiquement à 3 grammes de sel par litre, le rendement il est nul. Donc vous voyez, on passe des espèces les plus sensibles, les légumineuses, le baccoliette de manière générale, le pois chiche, la fève, etc., vers les espèces les plus tolérantes. À la tête de ces espèces, il y a l'orge, il y a le cotonnier. Donc, dans les espèces, il est possible de choisir donc des espèces les plus tolérantes. Ça, dans les espèces, mais entre les espèces, si vous voulez, ou bien la variabilité interspécifique. Maintenant, dans la même espèce, je prends la même espèce, je prends l'orge, par exemple. Nous avons dit que l'orge, elle est relativement tolérante. Mais dans l'orge, il y a des variétés qui sont un peu plus tolérantes que d'autres. Et c'est pour cela que nous devons explorer la variabilité au sein des différentes espèces. Et ça, c'est l'orge, c'est différentes accessions qui sont cultivées en Tunisie. Et on voit directement que c'est l'accession qui provient de Gbeli et D, ça provient de Qarqna. Donc, ce sont les deux accessions les plus tolérantes à la salinité. C'est pour cela que nous avons tout l'intérêt à conserver nos accessions qui sont cultivées dans des conditions relativement difficiles. Parce que leur existence dans des conditions difficiles, ça, en quelque sorte, ça entraîne une pression de sélection et donc les accessions, donc on a de plus en plus des accessions tolérantes. Ça, c'est toujours donc dans l'exploration de la variabilité intraspécifique, ça, c'est la vigne. Ça, c'est une vigne cultivée, mais ça, c'est une vigne sauvage. Et vous voyez, c'est le comportement vis-à-vis du sel. Donc, vous voyez que le sel pour la vigne sauvage, ça n'a aucun effet. Cela veut dire que cette vigne sauvage peut servir comme porte-greffe pour, si vous voulez, pour avoir des variétés tolérantes. Et au centre, par exemple, de biotechnologie de procédés, c'est pratiquement la même approche, on fait ce qu'on appelle une approche descendante. On a, si vous voulez, le comportement de la plante, sa physiologie, elle est tolérante ou bien sensible. On peut descendre au niveau de la biochimie, quelles sont les enzymes, les fonctions, et arriver au niveau des gènes. Et tout ça, pourquoi faire? C'est pour établir des marqueurs de la tolérance. Ces marqueurs, on peut l'utiliser dans des programmes de sélection ou bien des outils pour dire quelles sont les variétés les plus tolérantes, quelles sont les variétés les plus sensibles. L'approche 2, c'est l'apport du génie génétique. C'est quoi le génie génétique? C'est une approche qui est donc apparue en 1990. C'est le fait d'introduire un gène ou plusieurs gènes dans une plante pour conférer à cette plante une tolérance au sel. Bon, c'est très beau, mais donc ça, c'est une analyse que nous avons faite au laboratoire sur 400 études. 400 études bibliographiques qui avaient pour objectif d'améliorer la tolérance par le génie génétique. Sur les 400 études, nous avons remarqué qu'il y a 7 études qui semblent montrer une certaine amélioration de la tolérance par le génie génétique. Donc c'est pour vous dire que l'apport du génie génétique, la transformation génétique, l'apport jusqu'à présent, cet apport demeure de manière vraiment très limitée. Pourquoi? Parce que
La tolérance au sel, ce n'est pas un caractère monogénique, c'est un caractère multigénique qui dépend de plusieurs gènes et ça dépend de l'interaction entre plusieurs gènes à la fois, plusieurs fonctions et plusieurs voies de régulation. Donc c'est difficile d'introduire tout ça dans la plante. Deuxième chose, donc, c'est la quasi-absence de la validation au champ. Parce qu'on a toujours tendance, les chercheurs, de faire des transformations génétiques dans le laboratoire et d'apercevoir que ces plantes transformées sont relativement tolérantes au sel. Mais lorsqu'on passe au champ, cette tolérance, si vous voulez, elle est totalement perdue. Pourquoi? Parce qu'au champ, la plante n'est pas soumise uniquement à la salinité, elle est soumise à l'effet simultané de plusieurs contraintes. Et une plante tolérante à la salinité n'est pas obligatoirement tolérante au laboratoire, n'est pas obligatoirement tolérante au champ. Donc c'est pour cela qu'il faut faire toujours des validations au champ. Autre chose, ça dépend de la nature des gènes à introduire dans la plante. Parce que tu veux conférer une tolérance, il faut identifier les bons gènes à introduire. Et ces bons gènes, on ne va pas les trouver dans les plantes cultivées sensibles. Ces bons gènes, ces gènes candidats, on doit les trouver dans les plantes qui sont naturellement résistantes à la salinité, des plantes, si vous voulez, extrémophiles ou bien les plantes naturellement adaptées aux conditions extrêmes de salinité et de sécheresse. La troisième approche. Je vous rappelle que nous sommes en train de voir quelles sont les possibilités pour améliorer le rendement des plantes dans des conditions difficiles. La troisième approche, c'est la domestication des plantes halophytes. C'est-à-dire cultiver, transformer des plantes sauvages, si vous voulez, en culture. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par plantes halophytes? Plantes halophytes sont des plantes natives des milieux salins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de manière générale, les plantes halophytes sont des plantes capables de compléter leur cycle de vie à une salinité égale ou supérieure à 12 grammes de sel par litre. Donc, il y a, si vous voulez, plusieurs types de classement des halophytes, mais pour vous dire que, généralement, ces plantes, surtout ce qu'on appelle les halophytes obligatoires, ont une croissance maximale à environ 50% de la salinité de l'eau de mer, c'est-à-dire 18 grammes de sel par litre. On peut classer les plantes halophytes selon plusieurs manières. On peut classer sur la nature du milieu. Et ça, on appelle ça les hydrohalophytes. C'est-à-dire des plantes qui sont adaptées à la fois à l'excès de sel, mais à l'excès d'eau, parce que l'excès d'eau provoque une asphyxie. Donc, elles sont des plantes adaptées à l'effet simultané de ces deux plantes. Mais regardez, si vous voulez, ces anthocyanes qui sont accumulés dans ces plantes en condition de salinité d'hydromophie. Et ces anthocyanes sont fortement recherchés pour, si vous voulez, puisqu'ils ont des effets contre le vieillissement, contre le cancer, contre les maladies cardiovasculaires, etc. Il y a les xérohalophytes. Ça, c'est dans la région de Kérouan. C'est la plante la plus tolérante à la salinité en Tunisie. On appelle ça, Alocnymon strobelacea. C'est une plante qui est adaptée à la fois à la sécheresse et à la salinité. Donc, c'est une xérohalophyte, donc adaptée aux effets. Pour vous donner une idée sur la répartition des plantes, vous voyez que, grosso modo, il y a deux groupes de plantes. Il y a ce groupe 1, 2, 3, il y a l'autre groupe 4, 5. Toutes ces plantes 1, 2, 3 sont des plantes cultivées. Et dans ces plantes cultivées, si je prends le 1 par exemple, vous voyez ici la croissance en fonction du sel, je vois que la croissance, elle diminue en fonction du sel, elle est pratiquement nulle à 2,5 grammes de sel par litre. Donc, ce sont les plantes cultivées les plus sensibles au sel. Dans cette classe, nous trouvons par exemple le haricot. Dans le groupe 2, ce sont aussi des plantes cultivées, mais ce sont des plantes moyennement tolérantes à la salinité. Le 3, par exemple, trouve l'orge. L'orge, donc la croissance, est arrêtée à 12 grammes de sel par litre. Mais c'est une plante relativement tolérante. Si je prends le 4 et le 5, vous voyez la différence entre les deux groupes. Le 4 sont des plantes dont la croissance diminue en fonction du sel, mais cette diminution n'est pas très importante. Parce que même pour des concentrations très élevées en sel, la croissance, elle est importante. Donc, ce sont des plantes capables de vivre, d'exprimer de forts potentiels de croissance, même à des salinités très élevées. Et le 5 sont les champions. Vous voyez que ces plantes, pour elles, le sel n'est pas une contrainte. Au contraire,
la croissance de ces plantes, elle est même stimulée par le sel. On appelle ça les halophytes obligatoires, les halophytes qui nécessitent le sel pour avoir une croissance maximale. Donc, de manière générale, ces plantes halophytes, toutes ces plantes sont dotées d'une certaine capacité de tolérer le sel. Bien sûr, il y a une différence interspécifique et une différence intraspécifique, mais la majorité sont tolérantes au sel. Mais à part ça. Donc, plusieurs espèces présentent des intérêts, et des intérêts économiques et des intérêts écologiques. Certaines plantes, on peut l'utiliser pour l'alimentation humaine, comme source, si vous voulez, de sucre, de protéines, de lipides, de vitamines, pour l'alimentation, si vous voulez, du bétail, pour la production du bois, pour l'industrie pharmaceutique, pour le landscaping, l'ornementation, les plantes ornementales, pour la fixation du CO2, pour le traitement de l'eau, du sol, etc. Et même pour le maintien de la diversité, parce que je prends ici, sont des arbres, sont des mangroves qui se développent dans la mer. Et ces mangroves produisent, si vous voulez, des fruits, ça à l'instar un peu de l'amandier, et ces fruits sont utilisés par les petits poissons et les crustacés. Ça crée tout un écosystème dans ces régions. Donc ça maintient la diversité. Je vais, donc, avant de citer des exemples, depuis 1996, pratiquement, il y a eu le premier réseau international qui est établi sur les plantes halophytes. Et après ce réseau, donc, il y a des pays qui accordent un intérêt particulier à ces plantes. Ça, c'est l'Institut d'utilisation des halophytes au Pakistan. Donc, c'est un institut qui travaille sur la domestication de ces plantes pour envie de l'utiliser comme, si vous voulez, pour l'alimentation, comme l'alimentation du bétail, comme source de biofuel, pour la production d'huile végétale, comme plante médicinale et pour d'autres utilisations. Donc, c'est un institut qui ne travaille que sur les plantes halophytes. Ça, c'est l'ICBA, في دبي. Donc, l'ICBA, il travaille aussi sur les plantes. Et l'objectif, c'est de travailler sur, ou bien identifier des plantes tolérantes au sel, mais il travaille beaucoup sur les plantes halophytes en vue de leur domestication. Ça, c'est le Halophyte Biotechnology Center. Ça, c'est un centre en Amérique, aux USA. Et c'est un centre qui travaille uniquement sur les plantes halophytes. Et l'objectif, c'est mettre en place, établir un savoir-faire et diffuser ce savoir-faire pour tout ce qui est des plantes tolérantes et l'utilisation aussi des plantes halophytes. Donc, il y a un intérêt de plus en plus grandissant qui est accordé à ces plantes. En Tunisie, donc, personnellement, j'ai commencé à travailler sur les plantes halophytes depuis 1982, ça ne fait pas jeune, mais il y a le centre de biotechnologie de Borsedria, et au moins, donc, ce centre, il y a un laboratoire ou bien plusieurs équipes maintenant qui travaillent sur des plantes extrémophiles. Je vais, si vous voulez, maintenant vous citer quelques applications de ces plantes halophytes. Je vous ai dit qu'elles sont toutes tolérantes au sel. J'ai dit qu'elles, dans plusieurs pays, donc, on accorde un intérêt à ces plantes. Et je vais vous donner quelques exemples d'utilisation. Donc, les halophytes pour l'alimentation humaine. Et je vais parler des graines. Le premier exemple, c'est le quinoa. Le quinoa, c'est une espèce de la famille des Chinopodiaceae. C'est une plante traditionnellement cultivée depuis plus de 5000 ans dans l'Amérique du Sud. Et la graine, elle est consommée comme une céréale. Mais ce n'est pas une céréale, mais c'est une fausse céréale. Et donc la graine est transformée en poudre. Donc c'est un aliment qui est cuit, ajouté aux soupes, ou bien réduit en farine, qui sert pour préparer le pain. Donc c'est une plante vraiment alimentaire. Et les résultats, ici, les propriétés, si vous voulez, ou bien l'analyse de ces graines montre qu'elles sont vraiment très intéressantes. Regardez ici une comparaison entre le quinoa, le haricot, le maïs, le riz et le blé. Ça, c'est d'abord l'énergie. L'énergie, vous voyez que l'énergie, c'est très riche en énergie. En protéines, donc c'est beaucoup plus riche que le blé, le riz et le blé. C'est riche aussi en glucides, mais le plus important, si je regarde donc les recommandations de la FAO pour ce qui est de l'alimentation des enfants, le quinoa contient dans des proportions appropriées 8 acides aminés indispensables pour les enfants. Donc ça, c'est une plante très intéressante. Et ce qui est encore important,
Dans les protéines, donc, il n'y a pas de gluten. Dans cette plante, il n'y a pas de gluten. Vous connaissez un peu la maladie du cœliaque, donc c'est l'intolérance au gluten. Donc cette plante ne contient pas de gluten. Je passe donc pour les éléments minéraux. Donc elle est très riche en éléments minéraux, mais regardez le fer. C'est la plante, les graines la plus riche pratiquement en fer. Et vous savez, donc, qu'est-ce qu'elle fait, la carence en fer, et l'origine des, si vous voulez, des anémies qui existent dans plusieurs pays. Donc c'est une graine très riche en fer. C'est une graine aussi très riche en vitamines. Donc clair, c'est une plante alimentaire vraiment de qualité. Maintenant, quel est ce comportement vis-à-vis du sel? Vous voyez ici, c'est une expérience réalisée au laboratoire. De 0 à 500 millimolaires de sel. Quand on dit 500 millimolaires, c'est-à-dire 30 grammes de sel par litre. Vous regardez l'aspect des plantes à 30 grammes de sel par litre. C'est vrai qu'il y a réduction de croissance, mais la plante, elle est verte, il n'y a aucun symptôme de toxicité. C'est une plante tolérante à la salinité et le maximum de croissance, il est obtenu pratiquement entre 100 et 200 millimolaires. Regardez le blé à 9 grammes de sel par litre. À 9 grammes, donc le blé, donc, vraiment, donc la croissance, elle est complètement bloquée. Si je regarde un peu le rendement, et donc le rendement donc, moyen en graines de quinoa aux États-Unis, donc il est compris entre 1,3 et 1,9 tonnes par hectare, et d'autres essais ont montré 2 à 3 tonnes. Important de dire que le rendement maximal du quinoa est obtenu à des salinités qui sont entre 6 et 9 grammes, où le rendement du blé il est nul, 0. Donc le quinoa, c'est une belle alternative au blé, mais c'est pour produire des aliments dans des milieux salins, quand il est irrigué avec l'eau saline. Le quinoa n'est pas en compétition avec le blé, donc c'était des cultures destinées pour ce qu'on a appelé l'arad al-hamishiyya, donc ou bien les terres marginales, et pour utiliser de l'eau saumâtre. Conscient de ces résultats, nous avons cette fois-ci validé nos résultats en plein champ. Et ça, c'est une parcelle donc, qui est établie avec nos partenaires dans la région d'Ahzek. Et au début, c'était le premier essai, c'est juste pour multiplier, mais c'était une belle surprise parce que nous avons constaté un développement extraordinaire de cette plante. Elle est irriguée avec 8 grammes de sel par litre. Et nous avons suivi la plante dans ces différentes étapes jusqu'à la production des graines. Ça, ce sont des graines qui ont été produites dans notre parcelle. Et puisque l'expérience a donné de bons résultats, nous avons organisé une journée dans la région pour sensibiliser les producteurs à cette nouvelle culture. La journée, donc, elle est un peu, donc, il y a le quinoa, minjibel, l'andiz, il y a soul hazek, donc pour montrer que c'est une plante qu'on peut la cultiver. Et nous avons profité, donc, si Arafat, donc il est là, donc il est le principal acteur de cette convention. Et nous avons profité de la journée et il y a donc notre collègue, donc Shiraz Hosni, qui travaille en Koweït et elle avait un savoir-faire comment préparer, si vous voulez, des aliments à partir du quinoa. Et elle nous a fait des plats à base de quinoa obtenus dans la région. Donc vous voyez des salades, des soupes et même du chocolat noir qui contient du quinoa. Donc il y a pas mal d'aliments. Donc ça, c'est extrait de l'Internet, c'est avec du poulet, des crevettes. On peut en faire aussi du pain. Et pour vous donner une idée sur le prix, ce n'est pas donné. Hein. Vous voyez qu'un petit sac qui fait 300 grammes, ça coûte 4,99 €, ce qui fait 16 € le kilogramme. 16 € le kilogramme. Bien, je résume sur cette plante alimentaire tolérante à la salinité. Le quinoa est une des plantes les plus nutritives au monde. Sa graine donc, est riche et la moyenne contient 16 à 18% de protéines avec une teneur élevée en fer, calcium, magnésium, phosphore et oligo-éléments. Le quinoa n'a pas besoin d'aucun traitement pour être cultivé. On n'a pas besoin de pesticides, d'insecticides, tout ce que vous voulez. C'est un type d'agriculture biologique. Le quinoa est une véritable graine de santé qui convient à tous, et notamment pour les intolérants au gluten, j'ai parlé de ça, les végétariens, puisqu'elle représente une belle source d'acides aminés, pour les nourrissons, parce qu'elle contient
beaucoup d'arginine, d'histidine et de lécithine. Pour les sportifs, pour les femmes enceintes, dont les besoins accrus en protéines, minéraux et vitamines, et pour les femmes, aussi les femmes allaitantes, puisque le quinoa est galactogène. Donc voilà, si vous voulez, une belle plante tolérante à la salinité qui peut servir pour l'alimentation humaine. Je rappelle que je suis en train de parler de plantes halophytes qu'on peut utiliser pour l'alimentation humaine et qu'on peut utiliser les graines. Un autre exemple ici sont des plantes d'origine tunisienne. Ça, c'est Cryptomum maritimum, c'est la percepierre, parce que cette plante, elle vit pratiquement dans les côtes rocheuses, elle est vraiment attachée aux côtes rocheuses. Elle produit si vous voulez, des akènes. Ça rappelle un peu le besbès, si vous connaissez. Donc, et dans ces graines, il y a jusqu'à 30-35% d'huile. Et nous avons donné l'huile à notre collègue Mokhtar Zarrouk, qui travaillait sur la caractérisation de l'huile d'olive. Et d'après ce laboratoire, ils me disent que l'huile extraite du Cryptomum maritimum, elle a les mêmes caractéristiques de l'huile d'olive. Elle est même plus parfumée que l'huile d'olive. Je ne parle pas, bien sûr, des bienfaits des parties aériennes. L'autre plante, c'est Cacile maritima. On la trouve pratiquement, c'est la dernière plante avant de rentrer dans la mer, parce qu'elle fixe surtout les dunes sablonneuses. Cette plante produit des graines qui contiennent aussi beaucoup d'huile, mais cette huile, elle est riche en acide urique, donc elle n'est pas bonne pour la consommation, mais elle est extraordinaire pour la production de biocarburants. Donc, on parle beaucoup, on veut introduire du jatropha pour faire les biocarburants en Tunisie, mais le jatropha, donc c'est une manière pour la consommation de l'eau, c'est fou. Donc le jatropha consomme l'équivalent de 4000 mm de précipitation, alors que nous avons des plantes tunisiennes adaptées à nos conditions qui peuvent servir pour la production de biocarburants. J'ai parlé d'halophytes qu'on peut utiliser, on peut utiliser leurs graines. Maintenant, je parle de plantes qu'on peut utiliser les parties végétatives. Et il y a au moins 50 halophytes, je continue avec les graines, 50 halophytes oléagineuses, donc Salicornia bigelovi, donc elle est très importante. Donc il y a plusieurs halophytes oléagineuses. Je passe maintenant pour les halophytes qu'on peut utiliser pour les parties végétatives. On peut utiliser les feuilles, les tiges et les racines. Donc ça, c'est Atriplex triangularis. Vous voyez qu'un peu, ça rappelle un peu l'épinard. Donc ces plantes, on peut utiliser pour les parties végétatives. Donc ça, c'est une expérience, c'est une Saccocornia fruticosa, l'ex-Salicornia européen. Donc c'est une plante qui est irriguée avec l'eau de mer. Vous voyez un peu le résultat, donc irriguée avec différents degrés de dilution jusqu'à 100% de l'eau de mer. Et l'eau de mer, donc, elle donne pratiquement le même niveau de croissance que l'eau, zéro salinité. Donc c'est une plante qui est bien adaptée à l'eau de mer. Et cette plante cultivée, désolé de le dire, cultivée en Israël, et c'est dans les régions sablonneuses, et irriguée avec l'eau de mer, et les pousses tendres de cette plante sont vendues, sont l'étranger. Les pousses tendres sont comestibles, elles sont consommées comme hors d'œuvre, ou bien en omelette, ou bien dans des salades. Et c'est préparé pratiquement comme des haricots verts. Personnellement, j'ai goûté ça en Allemagne, des assiettes hors d'œuvre, donc de Salicornia. Je ne sais pas, j'ai oublié combien ça coûte, mais c'est vraiment juste des rameaux de Salicornia. Voilà donc une longue liste de plantes halophytes qu'on peut utiliser pour l'alimentation humaine. Donc on peut utiliser les feuilles, les tiges, les racines. Je passe pour la production de fourrage. Donc ces plantes résistantes, on peut l'utiliser aussi pour la production, pour l'alimentation du bétail. Vous savez qu'en Tunisie, nous avons, pour les plantes fourragères, 4 ou 5 espèces maximum. Et ces 4 ou 5 espèces sont sensibles à la salinité. C'est pour cela que vous voyez toujours les camions direction nord-sud pour transporter donc, du fourrage dans le centre et le sud du pays. Ça, c'est l'Ordeum maritimum, c'est l'or sauvage. Donc, et vous voyez le comportement de cette plante de 0 à 18 grammes de sel par litre. C'est vrai qu'il y a une réduction de la croissance. Mais vous voyez que même à 18 grammes de sel par litre, à 12 grammes de sel par litre, on peut produire de la biomasse, et de la biomasse très intéressante pour la production du fourrage, pour l'alimentation du bétail. Donc, les ressources hydriques dans le centre et le sud du pays, qui sont salines, peuvent être exploitées pour la production du fourrage. Et l'utilisation des plantes halophytes comme source de fourrage, maintenant c'est une réalité au Pakistan. Donc vous avez des plantes qui sont
cultivées dans des régions vraiment extrêmement salines. C'est vrai, vous pouvez me dire que ces plantes halophytes contiennent beaucoup de sel, elles contiennent beaucoup d'éléments parfois toxiques, mais il y a des études qui ont été réalisées, nous avons réalisé des études avec des zootechniciens, et le résultat, c'est faire une diète mixte. On doit donner, si vous voulez, des quinopoadiacées qui sont riches en sel, mais qui sont riches en protéines, et avec, on peut donner des poacées qui sont riches surtout en fibres digestives. Donc, et il y a au moins 80 espèces halophytiques qui peuvent être utilisées pour l'alimentation du bétail. 80. Je suis dans les biotechnologies appliquées à l'agriculture, mais je vais parler de biofertilisants. Biofertilisants, c'est le fait de remplacer, si vous voulez, les fertilisants chimiques par des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des consortiums de bactéries et de champignons à la place de ces engrais chimiques. Et je vais commencer par les légumineuses. Le hummus, le foul, le gelban, etc. Si vous arrachez une plante, vous allez trouver dans les racines ce qu'on appelle des nodules, Dans ces nodules, il y a des bactéries. Et ces bactéries qui sont bien protégées dans les nodules reçoivent du sucre qui provient de la plante. Et en quelque sorte, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont fixer l'azote de l'air, le transformer en forme assimilable et le donner pour la plante. Donc c'est une symbiose entre la plante et cette bactérie. Et la plante, en quelque sorte, elle n'a pas besoin d'engrais azotés pour se développer. Donc l'engrais azoté biologique assuré par cette symbiose. Vous voyez ici, par exemple, c'est des essais qui sont réalisés par le CBBC dans la région de Mater. Vous voyez le haricot. Ici, le haricot qui n'a pas été inoculé par la bactérie. Vous le voyez, donc les plantes sont relativement jaunes, alors que ici, vous avez en haut, donc les plantes sont plus ou moins vertes parce qu'elles sont inoculées, elles sont bien alimentées en azote. Et c'est l'azote de l'air, parce qu'on n'a rien donné comme azote chimique. Et vous voyez ici le blé. Ça, c'est après une année. Donc ça, dans cette zone, nous avons déjà inoculé le haricot et nous avons mis l'année d'après le blé. Donc ici, nous n'avons pas mis l'inoculant, vous voyez la différence. Donc il y a un reste d'azote qui reste pour l'année d'après. Et donc ça, on le connaît, donc nos pères, donc après les fèves, donc ils mettent du blé parce que ça laisse des quantités d'azote. Et au centre, ils ont produit cet inoculum sous forme liquide ou bien sous forme solide. Donc sous forme solide, donc c'est même pour valoriser des sous-produits de l'industrie sucrière. Désolé, donc cet engrais qui est produit à l'échelle de kilogrammes dans un laboratoire de recherche, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant d'entreprise qui pourrait profiter pour en produire de grandes quantités. Et ça pourrait remplacer les engrais azotés. Toujours dans les engrais biologiques, ou bien ce qu'on appelle les rhizobactéries promotrices de la croissance. Vous savez qu'en Tunisie, notre sol, dans la plupart des cas, ce sont des sols calcaires. Et dans ces sols calcaires, il y a du phosphate, il y a du fer, mais ce phosphate et ce fer ne sont pas disponibles pour les plantes. Maintenant, le fer et le phosphate existent dans le sol, mais ils n'existent pas sous une forme assimilable par la plante. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Il y a des bactéries qui vont transformer, qui vont aider la plante à absorber le phosphate et le fer. Et ces rhizobactéries, vous voyez un peu les résultats. Ça, ce sont des plantes de fèves qui ne sont pas inoculées. Et ça, de deux côtés, c'est des plantes inoculées par cette bactérie. Vous voyez la différence de croissance parce que ces bactéries ont aidé la plante à absorber le fer et le phosphate. Un autre aspect, la lutte biologique. La lutte biologique, donc je passe rapidement. Vous savez qu'on utilise des quantités vraiment terribles de pesticides, d'insecticides, d'herbicides. Ça, c'est des chiffres pour la Tunisie, donc ce qu'on importe comme herbicides, pesticides, etc. Et bien sûr, ces produits chimiques sont déversés parfois de manière non rationnelle dans les écosystèmes et ça contamine la nappe, l'eau, tout ce que vous voulez, la plante. Et ça a des effets néfastes sur l'homme parce que ces pesticides, ces insecticides peuvent être l'origine d'une maladie respiratoire, des maladies cardiovasculaires, donc ils peuvent induire une infertilité, le cancer, des troubles psychiques, des effets neurologiques et plusieurs types de pathologies. Donc, toutes ces maladies, en grande partie, c'est lié, si vous voulez, à l'utilisation abusive de ces pesticides et insecticides
alors qu'on peut remplacer ces produits chimiques par des produits biologiques. Je prends un exemple qui a été réalisé par le Centre de biotechnologie en partenariat avec le Centre technique de pommes de terre et l'artichaut. Donc, ce que vous voyez ici, c'est pour ce qu'on appelle un champignon qui attaque les tubercules de pommes de terre. C'est un souche de batata. Et c'est induit par un champignon, le rhizoctone. Qu'est-ce qu'on a fait? Au laboratoire, on a observé, ça c'est le champignon dans son milieu liquide, et on a remarqué que si on fait développer le champignon, et on met en face du champignon une bactérie, ça y est, il marque le stop, le champignon ne peut plus se développer. Donc la bactérie, elle limite le développement du champignon. Et de cela, jette l'idée que cette bactérie, on peut l'utiliser pour, si vous voulez, traiter ce champignon. L'expérience a été faite en plein champ, ce n'est pas une expérience au laboratoire. Je vous donne les résultats. Donc ça, c'est le rendement en tubercules de pommes de terre, mais c'est un rendement qui provient de semences saines. On a pris des semences saines qui ne sont pas infectées, et le rendement, il est 29,9 tonnes par hectare. Ça, c'est des semences qui ont été infectées volontairement par le champignon, et nous avons vu qu'il y a une diminution très importante du rendement. Le troisième, c'est des semences qui sont infectées, mais les plantes ont été traitées par le fongicide. Donc, vous voyez que si on fait le traitement chimique, on rétablit le rendement, donc pratiquement à sa valeur normale. Mais ce qui est intéressant ici, si on remplace le fongicide, le produit chimique, par la bactérie, on arrive au même résultat. On a même le même résultat quantitatif, le même rendement. Donc, on peut remplacer totalement le fongicide par une bactérie. Plus intéressant encore, si on voit la qualité des tubercules de pommes de terre produites, vous voyez ici, donc ça c'est, on va voir ce qu'on appelle le pourcentage d'infection des tubercules, le pourcentage d'infection. Donc vous voyez ici, le premier histogramme sont des tubercules qui proviennent de semences saines. Donc le problème ne se pose pas, donc l'indice ou bien d'infection est faible. Ça sont des tubercules de pommes de terre qui proviennent de semences infectées. Vous voyez donc le niveau d'infection est très élevé. Mais regardez le dernier surtout. Le dernier donc sont des semences infectées par le champignon, mais traitées par la bactérie. Vous voyez que l'indice d'infection est très faible. Donc j'ai dit quantitativement nous avons fait le même rendement, mais qualitativement les tubercules de pommes de terre obtenus lorsqu'on fait le traitement avec les bactéries, il est plus intéressant parce que le degré d'infection il est le plus faible. Donc voilà l'aspect des plantes, les tubercules, donc surtout les tubercules ou bien le rendement qui provient de semences infectées mais traitées par les bactéries qui sont saines. Je passe. Un autre exemple, ça c'est pendant la première année, nous avons le haricot. Et dans ce haricot, nous avons fait plusieurs traitements. Vous avez le T0, vous voyez, le noir, donc c'est-à-dire qu'on n'a rien apporté. Le TN, nous avons apporté l'engrais azoté chimique. Les jaunes, nous avons apporté à la place de l'engrais azoté, nous avons apporté des bactéries, le 8A3 ou bien le 4H, etc. Vous voyez que c'est avec la bactérie qu'on obtient le meilleur rendement pour le haricot. Le meilleur rendement. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si on voit l'année d'après, et on va voir sur des tubercules de pommes de terre, on va voir que les tubercules de pommes de terre qui ont été obtenus sur des cultures qui viennent à la place, qui vont suivre le haricot traité par cette bactérie, donc vous voyez ici, c'est le degré d'infection, et vous voyez que le degré d'infection il est pratiquement le plus faible lorsqu'on a utilisé la bactérie pendant la première année. Donc lorsqu'on utilise la bactérie la première année, on a le même rendement, ou bien le rendement le plus important pour l'haricot. La deuxième année, on peut mettre de la pomme de terre, et ça donne des tubercules qui sont saines. Donc vous voyez donc l'intérêt de ces inoculants biologiques. Un autre type d'application, les cultures hors sol. Parce que maintenant, peut-être que nous n'avons plus besoin de sol pour faire des cultures. Et c'est une application très banale, je vais dire,
de ce que nous avons fait depuis X temps, parce que les physiologistes avant, pour comprendre quel est l'effet d'un élément donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur des solutions nutritives, ou bien ce qu'on appelle mahalil ghidha'i. Ces solutions nutritives, donc on fait le changement de la composition, et à chaque fois on voit l'effet de ce changement, qu'est-ce qu'il fait sur la plante, pour déterminer quelle est la concentration la plus intéressante. C'était pour des raisons purement, vraiment académiques. Mais maintenant, on s'est rendu compte que ces solutions nutritives, on peut l'utiliser pour remplacer le sol. Et voici le comportement de la tomate en culture hors sol. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez un circuit qui fait donc une pompe qui va faire circuler la solution nutritive. Et la solution nutritive, à chaque fois, elle est ajustée. S'il y a une diminution de l'azote, elle est ajustée, phosphate, etc. Et donc, c'est un système fermé. Donc, la solution, elle circule d'une plante à une autre. Vous voyez le rendement extraordinaire des plantes. Et c'est pour la première fois qu'on observe que la plante elle est capable d'exprimer son potentiel le plus élevé de rendement. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que tout simplement, lorsque la plante elle est dans les conditions normales au champ, lorsqu'elle fait la photosynthèse, les produits de la photosynthèse, une partie, ça va être utilisé pour vivre, pour s'alimenter en eau, pour, je ne sais pas, vaincre la température, la salinité. Donc, il y a une grande partie de l'énergie qui provient de la photosynthèse, c'est pour survivre dans le milieu. Et une autre partie, c'est pour le rendement. Lorsqu'on fait la culture si vous voulez, sur solution liquide, toute l'énergie est canalisée pour le rendement. Et maintenant, c'est utilisé dans plusieurs pays du monde. Donc, pour le chessman, la laitue, le fraisier, on peut faire même plusieurs étages de laitue. Je passe. J'ai parlé pratiquement des applications économiques. Je vais parler un peu, si vous voulez, quelques applications environnementales, le dessalement des sols. Ça, c'est Sabkhat el-Kalbiya. Certainement, en allant vers Krouan, vous connaissez ce paysage. Si on regarde un peu la végétation si vous voulez, dans un biotope salin, à première vue, la végétation, elle est homogène. Il y a plusieurs îlots de plantes. Chaque îlot, c'est une plante. C'est une plante pérenne. C'est une plante halophyte. Et le sol, il est pratiquement nu entre les touffes, entre les unités. Donc, à première vue, c'est homogène. Si on fait un focus, on se rapproche d'une unité. Vous voyez que la plante halophyte, et à la plante halophyte, vous avez une diversité de plantes avec les fleurs jaunes, mauves, etc. Ce sont des plantes annuelles. Donc, ce n'est pas à petite échelle, donc la végétation n'est pas homogène, elle est très hétérogène. Aux plantes halophytes sont associées, ou bien associées une grande diversité de plantes annuelles. Ça, c'est fait Krouan, ça, c'est fait Soliman, donc c'est la même chose. Mais ce qui est bizarre, si on fait la production de biomasse par an, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les plantes annuelles qui vivent dans les halophytes peuvent produire jusqu'à 40% de la biomasse totale. Lorsque j'ai obtenu, nous avons obtenu ce premier résultat, mais ce n'est pas possible, c'est extraordinaire. J'ai des plantes, parce que les plantes annuelles sont bien appréciées par le bétail. J'ai dit, nous avons de belles plantes appréciées par le bétail et qui peuvent produire jusqu'à 40% de la biomasse dans une sabre. C'est extraordinaire, ce sont des plantes tolérantes à la salinité. Mais, en revenant au laboratoire, on a constaté que toutes ces plantes sont sensibles au sel. Toutes ces plantes sont sensibles au sel. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'elles font là? Comment expliquer la cohabitation, puisqu'on parle beaucoup de cohabitation maintenant? Comment on explique la cohabitation entre deux plantes à statut écologique très différent? Des plantes extrêmement tolérantes et des plantes sensibles. Et les résultats ont montré que les plantes halophytes tolérantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles absorbent le sel dans l'horizon supérieur et créent un micro-habitat favorable pour le développement des plantes annuelles. C'est une sorte de symbiose. Et les plantes annuelles que j'ai décrites tout à l'heure sont essentiellement des légumineuses qui fixent l'azote pour donner l'azote, si vous voulez, aux halophytes. C'est une sorte de symbiose. Et nous avons, parce que nous avons mis en évidence ce pouvoir de dessalement, mais nous l'avons aussi quantifié. Nous sommes passés au laboratoire pour quantifier le pouvoir de dessalement
Ça, on peut voir rapidement. Ça, c'est la salinité du sol qui n'est pas utilisée. Nous avons pris des sols, nous avons pris des sols de sabkha, et nous avons cultivé des plantes halophytes. Nous avons irrigué avec l'eau distillée en évitant toute perte d'eau pour éviter la perte, si vous voulez, de sel. Vous voyez ici, c'est la salinité, si vous voulez, sans culture. Et vous voyez la salinité du sol lorsqu'on cultive pendant 6 mois une plante halophyte, Sésivium. Regardez lorsqu'on cultive une deuxième plante, l'Artacunium. Troisième, Ciuda. Donc, à chaque fois qu'on met une plante halophyte, après 6 mois, nous avons remarqué qu'il y a une réduction très importante de la salinité du sol. Donc, effectivement, les halophytes, si vous voulez, donc, provoquent un dessalement des sols salins. Et nous avons fait des estimations. C'est pour vous dire qu'au bout de 6 mois, cette plante, la plus performante, elle est capable d'extraire en 6 mois 25% de la quantité de sel qui se trouvait dans un sol provenant d'une sabkha, au bout de 6 mois. Et nous avons estimé que ces plantes peuvent exporter 2504 kg de sel durant les 6 mois. Bon, c'est vrai qu'au début, donc, on était un peu surpris, c'est des quantités très importantes, mais lorsqu'on a fait, si vous voulez, une recherche bibliographique, nous avons vu que les Chinois, qui ont fait des expériences en plein champ, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ne sont pas uniquement source de... Ils ont montré que les halophytes dans les milieux salins peuvent produire entre 15 et 20 tonnes de biomasse. Et dans ces 15 à 20 tonnes de biomasse, il y a 3 à 4 tonnes de sel. Donc, tous les ans, les halophytes sont capables d'extraire 3 à 4 tonnes de sel par hectare, si vous voulez, et par an. Et là, c'est un petit test biologique. En quelque sorte, nous avons, ça c'est l'orge, ça c'est un sol témoin non salin. Ça, les deux sont des sols salins. Mais ici, c'est le sol salin tel qu'il est, qui provient de la sabkha. Et ça, c'est le même sol au milieu, mais c'est un sol qui a été utilisé auparavant pour la culture d'une plante halophyte pendant 6 mois. Donc l'effet bénéfique, c'est le résultat uniquement d'une culture de 6 mois. Donc c'est pour ça que peut-être c'est ce que nous essayons de faire, de démontrer, dans des sols agricoles salinisés, faire des rotations culturelles, introduire des plantes halophytes pour dessaler les sols agricoles salinisés. Et c'est une voie très prometteuse. Donc une autre application, la phytoremédiation. La phytoremédiation, donc c'est comment décontaminer. Il y a plusieurs approches de la phytoremédiation, parce qu'une plante, cette plante, donc, vis-à-vis des contaminants, elle a plusieurs types de comportements. Elle peut, si vous voulez, libérer des substances pour chélater, pour fixer les métaux lourds, par exemple. Et ça permet de limiter la progression des métaux lourds vers les zones voisinantes. Donc, on appelle ça la phytostabilisation. Les plantes, ou bien par leurs racines, peuvent libérer des substances pour dégrader les substances toxiques. On appelle ça la phytodégradation. Et encore, la plante peut extraire les métaux lourds et les transporter vers les parties aériennes. On appelle ça les phytoextractions. Donc la plante peut faire ça toute seule, ou bien elle peut le faire en interaction avec des micro-organismes. Ça sont des résultats réels, je présente, bon, mais c'est une réalité. Ça, c'est un dosage des métaux lourds qui sont faits dans des sols salins. En rouge, ce sont les normes françaises. Vous voyez que pour le nickel, la norme, c'est 19. Regardez les sols salins Tana, combien ils contiennent de métaux lourds, le nickel. Regardez le plomb, ça dépasse largement les normes. Regardez surtout le cadmium. Le cadmium, c'est un métal très toxique, il est à l'origine du cancer, ça dépasse largement les normes. Donc, les sols, les sabkha, les sols salins, qui sont des zones de rejet, sont contaminés essentiellement par le nickel, le plomb et le cadmium. Et pourtant, on trouve des plantes. Donc l'idée, nous avons dit que ces plantes, on peut l'utiliser pour extraire ces contaminants, pour extraire ces métaux lourds. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons identifié 2 plantes qui sont très intéressantes pour extraire le cadmium, qui est le métal le plus toxique. Et je peux vous dire que dans le monde, ce qu'on appelle les plantes hyperaccumulatrices de cadmium ne sont pas très nombreuses. Je passe à un autre aspect, les biotechnologies industrielles et l'utilisation de la biomasse comme pour les biocarburants. Vous savez que les réserves de pétrole du monde seront rapidement épuisées et que maintenant les biocarburants, c'est une réalité.
3% de la quantité totale de carburant du transport routier, il provient du biocarburant. C'est une réalité. Mais ces biocarburants proviennent d'où? Ça provient du maïs, la canne à sucre, betterave, etc. Donc on est en quelque sorte en compétition. Est-ce qu'on va fournir l'alimentation humaine ou bien on va faire les biocarburants? C'est pour cela que la conséquence, il y a une augmentation de la concurrence entre la production agricole et les biocarburants. Il y a une augmentation des prix des produits alimentaires comme conséquence. Et ça a soulevé pas mal de questions concernant la durabilité de l'industrie de bioéthanol. C'est pour cette raison que nous avons, donc, il y a des alternatives qui sont maintenant développées, c'est chercher d'autres sources de biomasse. Laisser la production, si vous voulez, alimentaire pour l'homme et chercher d'autres sources de biomasse. Et ces plantes halophytes qui se développent dans les régions abandonnées pourraient constituer des candidats très intéressants. Et de nouveau, c'est des études qui ont été faites par des Chinois. Et ces Chinois, voilà, ont montré par exemple le maïs, combien il produit en tonnes par hectare. Regardez l'éthanol, combien de 300-400 litres, si vous voulez, par tonne, mais 2000 à 2300 litres par hectare. Ça, c'est pour le maïs. Mais l'autre plante, la plante halophyte, vous voyez, le rendement, il est beaucoup plus important. Donc, on peut produire des biocarburants avec des plantes sauvages dans des milieux abandonnés et aradi hamishi. Donc ça, c'est un autre exemple au Pakistan. Et peut-être, je ne sais pas si on va finir ici, les biotechnologies industrielles, les plantes comme source de composés phénoliques. Donc il y a pas mal de collègues, Syriane Dexouri, donc nous avons commencé ces travaux depuis Pakistan et ils le continuent. Donc ces plantes qui vivent dans des conditions difficiles, parmi les critères de tolérance, c'est synthétiser des antioxydants. Et ces antioxydants, maintenant, sont fortement recherchés pour l'industrie alimentaire, cosmétique, etc. Et donc, c'est les composés phénoliques qui sont utilisés pour l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, industrie chimique, etc. Et justement, dans ces plantes extrémophiles, dans ces plantes halophytes, dans le cadre d'un projet, donc nous avons identifié 13 espèces qui sont très intéressantes. Je vais citer juste, pour vous donner d'abord, regardez les 4 premières espèces sont des plantes halophytes. Regardez la teneur en composés phénoliques, donc 132, 190, etc. Donc, et regardez ici les 3 dernières plantes, 3 dernières lignes, sont des plantes conventionnelles, comparées 10, 20, 7 à 40 jusqu'à 190. Donc les plantes halophytes dépassent largement, du point de vue teneur, ils sont beaucoup plus riches que les sources conventionnelles d'antioxydants naturels. Et non seulement la quantité, mais aussi la qualité. Ici, donc, c'est Tamarix gallica, c'est Tarfa. Donc ça, c'était les feuilles, les fleurs de cette plante. Si on fait des extraits, c'est l'extrait de ces feuilles. Donc, ont un effet antiprolifératif. Ils provoquent l'arrêt de la multiplication des cellules cancéreuses du côlon. Ça, c'est une plante, une autre halophyte, Nitraria retusa. Donc, lorsqu'on a fait l'analyse, nous avons remarqué qu'il y a des substances qui ont un pouvoir pour arrêter l'obésité. Et justement, donc, il y a une expérience qui a été faite par Fatri Lélia déjà, donc sur des souris. En haut, donc, je ne montre pas avec des. En haut, donc, vous avez l'évolution, si vous voulez, du poids des souris qui sont des diabètes. Et la deuxième courbe, c'est les mêmes souris, mais donc, pour lesquelles nous avons donné notre plante. Vous voyez que nous avons réduit le poids de ces souris. C'est important de vous montrer surtout l'analyse du sang. Vous voyez par exemple le HDL. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Donc lorsqu'on donne la plante à nos souris, on augmente le HDL, on augmente le bon cholestérol. On diminue le mauvais cholestérol, on diminue les triglycérides et on diminue le taux de sucre. Donc c'est une plante très intéressante. Surtout. Voilà, je passe. Et peut-être qu'il y a 20 ans, depuis 1997, donc ça fait un peu 23 ans, je me rappelle, j'ai parlé de manière très timide, domestiquer les plantes halophytes. Et mes collègues, et beaucoup disent, mais vraiment, il est fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cultiver des plantes halophytes? Oui. Regardez, ça sont des cultures, malheureusement, qui sont réalisées en France, sur plusieurs hectares.
sur des terres marginales, et ce sont des plantes, les plantes tunisiennes, c'est pour faire des produits cosmétiques. Donc nous avons peut-être perdu 25 ou 30 ans, mais les gens sont bien, donc ils connaissent maintenant leur objectif. Ça c'est aussi, puisque on parle un peu de substances biologiquement actives, ça c'est les effets anti-obésité des extraits qui proviennent des pépins de vigne. Donc vous voyez qu'en jaune c'est le régime qui aboutit à l'obésité, et en bas, lorsqu'on donne l'extrait de ce raisin, et on démontre même que l'extrait est plus efficace que les produits ou les produits pharmaceutiques qui sont vendus, l'extrait de pépins de raisin. Donc ça c'est, je passe rapidement, l'olivier, les feuilles de l'olivier. Donc les variétés, si vous voulez, le hor qui provient de Qarouen, l'effet mtaham عندهم un effet anti-cancer pour le cancer du sein justement. Donc ce sont des feuilles aussi, mais ça c'est pour gerboï, variété gerboï, donc nos collègues du laboratoire de caractérisation d'olive. Donc l'effet anti-cancer, donc leucémie, contre la leucémie. L'huile d'olive, anti-allergique, c'est chez certaines variétés, et ça fait l'objet de plusieurs brevets. Mais personne en Tunisie n'a exploité ces brevets jusqu'à présent. Bien, je vais terminer, désolé si j'étais un peu long, par une petite visite. Nous allons visiter ensemble une île, l'île de Shodoshima, au Japon. Et dans cette île, si vous voulez, il y a 120 hectares qui sont plantés d'oliviers. 120 hectares. Lorsque j'ai vu l'ambassadeur de la Tunisie au Japon, j'ai dit que les Japonais ont 4 oliviers par rapport à ce que nous avons. 120 hectares, c'est rien du tout. Et vous allez regarder, donc vous allez voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire de ces 120 hectares. D'abord, donc, il y a les variétés, ça provient surtout de la Grèce lyonnaise. Et ça, vraiment, l'olivier, c'était en 2014. Donc, ce sont des petits arbres, donc ce n'est pas très bien développé. Et là, je vous dis, ça, ce sont des oliviers. Ça, ce sont des oliviers. Donc, c'est une culture dense qui est toujours irriguée. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait, à chaque fois, on coupe. Donc, on irrigue et on coupe les rameaux avec des feuilles jeunes. C'est des récoltes successives. C'est un peu le protocole qu'ils adoptent pour le thé. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont fait du thé. Donc ça, c'est l'usine pour dessécher et enrouler les feuilles. Et on fait du thé. Du thé, olive tea. Et on était invités par nos collègues japonais pour boire du thé à base de feuilles d'olivier. Et ces feuilles d'olivier, donc ce thé, il a pour propriété de diminuer la pression artérielle, dilate les veines coronaires, il est bien sûr sans caféine, réduit les niveaux de mauvais cholestérol, etc. Et surtout, 2 fois la capacité antioxydante du thé. C'est très intéressant. Vous voyez ici les feuilles que j'ai tout à l'heure, j'ai dit donc ils sont en train de cultiver, de récolter, etc. Regardez donc qu'est-ce qu'on fait. Donc des petits paquets de feuilles d'olivier desséchées. Et ces feuilles sont vendues parce qu'ils connaissent que ces feuilles d'olivier stimulent le système immunitaire, diminuent la fièvre, ont des actions antivirales, antifongiques, le traitement de la fatigue, etc. Donc il s'est vendu, vous voyez, le sachet, je ne sais pas combien il y a de grammes, c'est 7,75 $ ce petit sachet. Et on fait même des concentrés d'extrait de feuilles d'olivier. C'est un complexe d'extraits concentrés de feuilles d'olivier, hautement standardisé en européine et en polyphénol. C'est pour traiter surtout l'hypertension artérielle, donc à base de feuilles d'olivier. Et toujours avec ces feuilles d'olivier, avec l'huile d'olive, donc qu'est-ce qu'on fait comme produit cosmétique, qu'est-ce qu'on fait comme produit alimentaire? Je ne peux pas vous tout raconter, mais je vais finir par ça. Donc nous, parce que les feuilles d'olivier, ils le transforment en poudre, on peut faire du thé, mais la poudre aussi, elle est donnée aux poissons. Ils ont montré que la chair du poisson elle est améliorée en conséquence de ce régime. J'ai pratiquement terminé. Donc ici, c'est, je ne sais pas comment, l'olive beef. Donc ça, c'est une voie d'utilisation courante. Bayat, depuis Pakistan, il utilise ça, Fitura. Il donne ça pour l'alimentation du bétail. Et ça, c'est donné pour l'alimentation des
bovine, la viande bovine. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils montraient que, tu vois l'histogramme en vert, ils ont montré que lorsqu'on donne pour le bétail, on améliore la quantité, si vous voulez, le niveau d'acide oléique dans la viande. On améliore aussi en vert, si vous voulez, la capacité ou bien le pouvoir antioxydant. C'est très riche en antioxydants. Et puisque les Japonais sont très soucieux de la santé et du bien-être, la viande s'appelle, donc il y a un brevet international, cette viande Wagyu, elle est vendue pour des prix non raisonnables, je dis. Et donc, j'ai vu donc, dans un journal, Beriz, la viande de luxe japonaise est désormais disponible en France. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Donc le kilo, c'est jusqu'à 300 € le kilogramme. Et les gens achetaient des steaks de 50 grammes par personne parce que c'est tout simplement, c'est riche en antioxydants, c'est riche en acide oléique. J'ai terminé pratiquement, mais c'est juste pour vous rappeler que la nécessité de préserver la diversité génétique des plantes cultivées, des plantes spontanées, notamment les plantes des régions difficiles. Je vous dis que depuis 1985, il y a des chercheurs clairvoyants, si Mohamed Marrakech, M. Abdelkader Shrif et d'autres chercheurs ont appelé à la création de la banque de gènes. Et les Ahnafitouns, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la banque de gènes? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans cette banque de gènes? Eh bien, nous avons perdu de 1985 jusqu'à peut-être 2010, à 25 ans, pour mettre en place la banque de gènes. Et la banque de gènes, elle a tout le rôle important pour préserver une ressource génétique. Parce que ce sont des régions difficiles qu'on trouve les ressources les plus importantes. Il y a la possibilité d'améliorer le rendement des cultures sous contraintes salines, choix des plantes adaptées. Bien sûr, je vous ai dit l'intérêt de jouer sur la diversité génétique interspécifique et intraspécifique. J'ai dit la possibilité de valoriser les sols salins marginaux et les ressources hydriques non conventionnelles par domestication des plantes. Je vous ai parlé des plantes halophytes qui sont déjà tolérantes. On n'a pas besoin de transformer. Il suffit de choisir quelles sont les plus intéressantes pour l'alimentation humaine, l'alimentation du bétail, la production de biocarburants, etc. La possibilité de promouvoir de nouvelles activités industrielles, c'est important parce qu'en Tunisie, je le dis, on est capable, pour une plante, de dire que cette plante, elle a un effet, par exemple, anti-inflammatoire, on va dire. Hein. Par la suite, on va dire, voici l'extrait foliaire des tiges ou bien des racines. Par la suite, on va dire que dans l'extrait, voici la fraction la plus intéressante. On fait des fractionnements guidés. Par la suite, dans la fraction, on est capable de dire voici la molécule la plus intéressante. Et on est capable de dire comment la molécule agit. C'est fini le résultat. Il suffit que quelqu'un achète ça pour intégrer cette molécule dans ses produits pharmaceutiques. Donc notre industrie, jusqu'à maintenant, elle est incapable, je le dis, d'absorber les résultats obtenus, si vous voulez, dans la recherche. Pardon, j'ai terminé. Donc, possibilité de promouvoir de nouvelles activités, j'ai dit ça. Promouvoir l'agriculture biologique en exploitant les interactions entre les plantes et les micro-organismes. J'ai parlé de biofertilisants, de la lutte biologique. Et finalement, promouvoir de nouveaux supports de culture, les cultures au sol. Voilà, j'ai terminé, merci. Merci, professeur Chedi Abdelli, pour cette belle conférence. Alors, avant de donner la parole au public, je voudrais tout simplement dire que je comprends pourquoi 2 fois de suite, on a eu un chef du gouvernement et un chef de gouvernement proposé qui sont des spécialistes en agronomie. Et donc, puisque si on domine bien l'agronomie, on va résoudre tous les problèmes industriels, économiques, de santé, d'énergétique et ainsi de suite. Bon, cette fois-ci, ils ont changé. Espérons qu'il se fera conseiller par des spécialistes en agronomie. C'est chez Ditfad al-Bahdir. Et je vais demander à l'assistance s'il y a des questions à poser. Moi, j'en ai un tas, mais bien sûr, la parole est au public. Allez-y. Merci. Merci, Chedi, pour cette conférence très intéressante. Vous avez parlé rapidement sur l'ordium maritime comme une plante xéralophyte
comme source de fourrage, mais je peux ajouter que, outre que le rôle de cette plante comme source de fourrage, cette plante a une relation phylogénétique très importante ou étroite avec les céréales majeures. Donc, elle pourrait être comme source des gènes pour... améliorer la tolérance. Voilà, c'est ça. Donc, on peut faire des croisements et il y a d'autres plantes qui peuvent être utilisées pour améliorer la tolérance chez les plantes céréales majeures. Excuse-moi, donc je n'ai pas tout dit, mais donc effectivement, cette orge sauvage, elle est très importante. Comme vous l'avez dit, nous avons démontré que l'orge sauvage, elle est beaucoup plus tolérante que l'orge cultivée et que cette orge sauvage pourrait servir comme source de critères et de gènes transférables à des plantes cultivées pour améliorer leur tolérance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est actif. C'est actif ou debout, celui-ci? Oui, voilà, de toute manière, on se connaît bien avec ces chaînes. Bon, c'est Boudabou Abdeltif, professeur de microbiologie à la faculté des sciences de Tunis. Et j'ai fait un peu avec lui parce que finalement, on est à l'intérieur de l'administration et à l'extérieur de l'administration et on a beaucoup à se rapprocher. Oui. Et donc, finalement, quand je vois un peu chaque fois que je vois les problèmes de la recherche, je dis est-ce que je me tais ou je parle? Parce que j'ai aussi le cœur chaud comme Sichel. Et finalement, je prends l'exemple des Japonais qui ont travaillé 5 ans et plus que 5 ans, peut-être 7 ans maintenant avec le CBBC, avec le CBS et avec les 5 établissements. Voilà, avec 5 institutions. Quand on a fait l'évaluation du projet, il y a eu 8 thésards tunisiens qui ont fait les thèses. Et il y a eu une 40aine de publications. Et je ne sais pas que si les thésards ne sont pas encore dans la nature. Ils sont recrutés ou non. Bon. Il y a une thésarde. Voilà. Mais de l'autre côté, on met de l'argent, on applique. C'est simplement ça. Chaque fois, quelles que soient les applications, et on va toujours rester observateur avec toutes les compétences et toutes les recherches très intéressantes. On apprend beaucoup. Il y a beaucoup dans ces pages successives d'exploitation. Mais il fallait foncer sur une seule pour gagner beaucoup d'argent. Seulement lutter contre l'obésité, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Contre le diabète, c'est aussi beaucoup d'argent. Mais il fallait du financement, des financements lourds. De l'autre côté, toutes ces thématiques qui existent dans le monde, ils les cherchent aussi avec nous, ils viennent en coopération, ils passent dans leur pays et ils sont simplement soutenus, encouragés, financés, sans problème. Et le problème aussi, on se pose toujours une question, pourquoi les industriels tunisiens ne participent pas? Les industriels tunisiens, depuis si Mohamed Marak, aussi Louz, ils ont tourné même à Sfax, même sur toute Tunis, les entreprises tunisiennes ne vont pas investir en recherche parce que ce sont des entreprises qui ne payent pas de taxes pour la recherche, qui ne payent pas de taxes au gouvernement et qui ne rendent même pas leurs crédits sont payés par les citoyens tunisiens. Même les crédits sont transformés en TVA pour que ceux qui n'ont pas pris de crédit, ils payent pour les entreprises tunisiennes. Parce que finalement, c'est à la limite des entreprises, je dirais sincèrement, parasitaires. Ils ne sont pas faits pour la production. Ils ne cherchent pas la production. Ils ont des contrats avec des licences, ils travaillent avec ça, ils gagnent de l'argent, et en même temps, il fallait voir un peu le niveau. Si on veut mettre le paquet pour la recherche, il faut mettre sur les scientifiques, sur les postdoctorants, sur les créations d'entreprises nouvelles et sur des financements nouveaux. C'est un peu ça. Ça, ma première question, c'est un peu sur... J'ai vu pourquoi les Japonais sont efficaces. Et quand ils ont dit que les Japonais ne vont pas le faire, parce qu'on a fait l'évaluation de ce projet avec les Japonais, et quand ils ont dit que les Japonais peut-être ne renouvellent pas le contrat, je dis non, ils vont renouveler. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont financé ici en Tunisie l'équivalent de 5 millions de dollars. Et j'ai dit, les 5 millions de dollars, c'est même pas la publicité pour le thé à l'olivier de l'autre côté. Et ça va ramener beaucoup d'argent. Ils vont toujours maintenir le contact pour voir toutes les variétés de l'olivier. Et ils font la même chose quand ils n'arrivent pas à profiter en Tunisie. Ils font le contrat avec le Maroc, l'Algérie, et ils reprennent aussi les variétés. Donc, c'est des scientifiques comme nous, ils défendent leur pays, et ils sont financés par leur pays. Mais de l'autre côté, on travaille pratiquement
simplement pour une recherche diplômante. On n'arrive pas à trouver des vis-à-vis pour les applications. Pour les substances antibiotiques, par exemple, les substances antibiotiques sont aussi préparées depuis les plantes jusqu'aux espèces animales marines, jusqu'aux bactéries. Il y a tout un spectre qui peut remplacer les antibiotiques anciens. Il y a aussi beaucoup d'études sur la détoxification des antibiotiques qui ne sont pas utilisés pour les détoxifier actuellement et pour les utiliser de nouveau. Donc, finalement, la procédure de travaux de sélection de molécules intéressantes, elle existe et elle est un peu partagée sur la planète. C'est simplement, il fallait le bon vouloir ou non. D'un côté, on travaille toujours pour appliquer et résoudre des problèmes. De l'autre côté, on travaille et l'une des plus grandes critiques à la situation actuelle, c'est qu'on a préparé une très belle génération de jeunes chercheurs qui est arrivée au bon moment pour résoudre le problème du pays et on l'a mis au chômage, avec les larmes aux yeux. Des femmes avec enfants, des chercheurs brillants. On ne trouve même pas des contrats pour ces étudiants. Donc finalement, je pense qu'on doit d'une manière ou d'une autre un peu contester la politique actuelle d'une façon nette. Je pense qu'on n'a pas fait notre boulot avec nos étudiants de contester ensemble parce qu'on a fait rentrer dans les municipalités tunisiennes jusqu'à 30 000 analphabètes. Et on n'est arrivé pas à faire rentrer 1000 thésards. C'est quand même... On a opté pour l'ignorance ou pour la compétence. Bon, c'est un peu ça. C'est la politique. C'est un peu ça, quel que soit le gouvernement. J'ai été avec vous au ministère et donc pendant 7 ans, et on a eu beaucoup j'ai toujours confiance avec les ministres avec lesquels nous avons travaillé. Mais honnêtement, je ne mets pas en doute leur honnêteté. Mais il n'y a aucun ministre n'est venu un jour me demander quels sont les problèmes de la recherche et comment les résoudre. C'est une politique du gouvernement, voilà. Je pense. Je m'excuse. C'est pas le problème des ministres pour la conférence, je pense. Bon, je vous remercie pour la conférence. Dans les sciences. Je vous remercie beaucoup pour la conférence. Je vous félicite aussi pour tous les prix et j'espère qu'on peut agir ensemble pour changer un peu plus les choses. Merci, Si Abdeltif. Mais avant de donner la parole à monsieur, je voudrais tout juste faire une petite remarque. Quand Chédli a passé la diapo des Japonais, des feuilles d'olivier et ainsi de suite, moi j'ai un collègue médecin, j'ai regardé, je me suis dit peut-être qu'il est venu parce que je sais que de temps en temps il vient assister à l'académie, qui a mis effectivement, qui a produit un complément alimentaire à base de feuilles d'olivier en Tunisie et ça fait plusieurs années. Et il n'arrive pas du tout. Ça n'arrive pas vraiment à démarrer beaucoup. Donc, il y a des choses qui existent en Tunisie, mais qu'on ne sait pas vendre, on ne sait pas valoriser. Voilà. Donc là, c'est juste, je ferme la parenthèse. C'est juste, madame, pour dire, mais je ne vais pas répondre à ces objectifs, mais c'est pour dire que, en Tunis, il y a un manque de volonté. Mais il y a une vision le secteur industriel, le secteur socio-économique n'a pas envie, il n'y a pas une volonté vraiment d'absorber les résultats. Ils ont des techniques, des process qui existent depuis X temps. Il y a vraiment de l'importation, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette importation. On ne veut pas introduire, profiter du savoir-faire. Et je vous dis que dans les secteurs, dans le monde entier, il y a des cellules de veille. Ils sont, je peux dire, c'est une chasse à l'affût. Ils attendent le résultat qui provient d'un laboratoire pour l'exploiter, le valoriser. Les résultats sont produits, sont des résultats de qualité. La preuve, la Tunisie est classée 15e sur 129 pays en termes de production scientifique, mais ces résultats ne sont pas valorisés. Oui, malheureusement. Alors, une question. Ensuite. Merci. Moi, j'allais vous poser la question. Pardon, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Mohamed Chouch. Je suis ancien ingénieur, c'est ça. Du Centralien, ancien directeur général de l'industrie, PDG de l'API, si vous voulez encore. Mais ce n'est pas là la question. La question, j'allais poser la question, qu'en est-il en Tunisie? Parce que vous avez montré plusieurs choses intéressantes, exploitables et intéressantes. Mais
la question qui a été soulevée, est-ce qu'on fait la recherche sans savoir pourquoi, résoudre quel problème? Parce que pour moi, pourquoi faire de la recherche? C'est pour répondre à une question, à un problème. Le problème, il faut l'identifier d'abord au départ, il est où? Quel est l'acteur ou les acteurs concernés? Et on fait un contrat avec ces gens-là pour dire, voilà, je vais chercher quelque chose, trouver une solution à ce problème, et on va donc le mettre en pratique. C'est ça le problème. Il ne faut pas faire de la recherche et puis chercher un exploitant. Comme toujours, c'est toujours la querelle entre les universitaires et les industriels. Moi, j'étais à l'industrie, mais je suis actif dans l'associatif, une association qui s'appelle l'ADRI, l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation, et à l'ATUP, que Sichel peut-être a connu ou connaît, qui est l'Association tunisienne pour l'entrepreneuriat et l'SMH. Donc ça, c'est le côté pratique. Moi, je me dis, donc, toutes ces choses-là, bien sûr, je suis un peu énervé de dire toutes ces bonnes choses ne sont pas exploitées. Mais est-ce que vous avez identifié la partie, le vis-à-vis, avant même de faire ces recherches? C'est ça la question. Parce que si vous me dites, moi, je vais vous payer pour faire une recherche, c'est pour me donner un résultat que je vais exploiter. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Merci. Merci, c'est Mohamed. Moi, je pense que c'est une question très importante, mais moi, que je mettrais comme question générale, et puis je demande à Sichel peut-être de répondre après, parce que je pense que sa conférence a soulevé effectivement cette question-là. Mais est-ce qu'il y a des questions sur le plan scientifique? Des questions Les plantes halophiles sont quand même des plantes très salées. Très salées, c'est-à-dire quand on fait des salades, ils sont salés. Et est-ce que ce n'est pas un problème de santé aussi d'utiliser des plantes qui sont en dose de sel élevée pour l'alimentation humaine, par exemple? Pour l'alimentation du bétail, nous avons travaillé avec des zootechniciens et j'ai dit qu'il y a des plantes qui contiennent beaucoup de sel, qui contiennent beaucoup d'oxalate, et c'est mauvais pour la santé des animaux. C'est pour cela qu'il faut les mélanger avec des poacées, des graminées, qui sont riches en fibres, et comme ça, donc, on diminue la quantité de sel, on diminue la quantité d'oxalate, on augmente la quantité de fibres, et on a un taux raisonnable de protéines. Donc c'est la diète mixte. D'ailleurs, c'est additif. Si on va dans les biotopes salins, on voit que l'animal, il fait lui-même sa diète. Il prend des kénopodiacées, des rameaux jeunes, et il prend avec des poacées. Mais aussi, donc, pour l'alimentation humaine, donc, lorsque je parle de graines, les graines sont exemptes de sel. Quelles que soient les conditions, quelle que soit la salinité du milieu de culture, si les graines ne contiennent pas de sel. Merci. Donc, Handel Fri, professeur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Donc, deux petites questions. Alors, il y a tellement d'applications, et de l'autre, vous regrettez que toujours il y a une difficulté à développer les produits ou tout ce que vous avez montré. Ce discours, depuis que j'ai intégré l'université, n'est-ce pas, fille? Alors, et la question là, je la pose à monsieur le directeur de la NPR. Est-ce que ce n'est pas l'un des rôles de la NPR, justement, de promouvoir la recherche, justement, en l'aidant à utiliser dans le milieu industriel tunisien, justement, les travaux de la recherche que produisent les chercheurs tunisiens? Merci. Juste parce que je sais que c'est une question très importante et vous êtes le directeur de la NPR. Mais moi, je voudrais encore fouiller côté scientifique. Donc, est-ce qu'il y a encore... Oui, je sais. Non. Je ne dis pas qu'on va pas... Non, au contraire, ça va être bien exposé par la suite. C'est juste des petits... Est-ce qu'il y a encore des points scientifiques à soulever? C'est juste c'est la façon, tout simplement. Madame Gaïed. Oui. Sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, moi, j'ai la question concernant le déterminisme
de la résistance au sel, le déterminisme génétique, est-ce qu'on a réellement identifié le pool de gènes responsables dans chacune de ces espèces et est-ce qu'il y a des traits communs entre elles et sur le plan, disons, phylogénétique aussi? Donc, je vais répondre rapidement. Donc, si on regarde un peu les gènes, il n'y a pas pratiquement de différence entre les halophytes et les glycophytes. Et on a identifié pas mal de gènes qui pourraient être à la base d'une tolérance. Par exemple, les gènes qui codent les anticorps qui transportent le sodium dans la vacuole et éviter l'effet toxique, l'effet direct du sel avec les enzymes, donc, sont des critères de tolérance. Mais la tolérance de la plante entière, elle ne dépend pas uniquement du fait de séquestrer le sodium de la vacuole. Il y a plusieurs critères. Et généralement, c'est un problème d'irrégulation. La performance des halophytes, par exemple, c'est le fait de détecter de manière très précoce les contraintes. Chez certaines plantes halophytes, nous avons démontré que les gènes sont surexprimés de manière constitutive. Maintenant, la plante halophyte n'attend pas la contrainte pour répondre, elle est déjà préparée. Donc, on a parlé même de l'effet mémoire. Donc, je pense que c'est plutôt... Maintenant, il faut se focaliser sur le problème de régulation. Les gènes sont les mêmes, mais les voies de régulation sont différentes. Et je pense que pour comprendre les voies de régulation, les plantes halophytes sont mieux placées que les autres plantes. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans plusieurs études. Suivant la même question, est-ce que l'épigénomique rentre également en Oui. jeu? Oui. Et comment? Bon, si Mohamed Laïb, je peux vous dire rapidement, on a parlé de l'effet mémoire. Nous avons démontré, par exemple, que si nous prenons des plantures, eh bien, on prend des semences. Et là, c'est une application directe, d'ailleurs, pour les plantes cultivées. Si vous allez cultiver votre blé dans un sol relativement salin, il serait intéressant de prendre les semences, de les mettre dans une solution saline pendant un certain moment, de les faire sortir, les sécher. On appelle ça le pré-traitement des semences ou bien le priming, et ça va donner des plantes encore donc, plus tolérantes, plus résistantes. Nous avons fait ça donc il y a des Italiens qui ont fait ça sur les tomates. Vous savez que les tomates, donc on a d'abord des plantules, mèches, par la suite on fait le repiquage à grande échelle. Donc si vous prenez les petites plantules et vous les irriguez avec une eau légèrement saline, vous les transplanter sur milieu salin, le rendement il est amélioré de 25%. Donc l'effet mémoire existe chez ces plantes. Hein? Oui. Bon, oui, effectivement. Alors, oui. Oui, je réponds donc peut-être en attendant des questions. Oui, allez-y. Juste des questions précises. Et puis je vous donne la parole comme directeur de l'ANPR. D'accord? Alors... Je vais donner la parole à Siad, le secrétaire. Alors, c'est juste des petites précisions sur le plan technique. Lorsque vous parlez il y a des différences entre les espèces. Oui. Et dans chaque type, les variétés d'une même espèce. Des variétés d'une même espèce. Alors, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la qualité du grain, par exemple pour le quinoa, de la composition du grain en fonction du degré de salinité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que toutes les cultures de ces plantes comment vous les appelez? Halophytes. Est-ce qu'elles sont toutes biologiques? C'est-à-dire, est-ce que toutes n'ont pas besoin d'engrais et de pesticides surtout? Et la troisième petite question, lorsque vous avez parlé de l'utilisation des bactéries comme effectivement une biotechnologie vivante, c'est-à-dire utiliser les bactéries pour arrêter l'effet néfaste des champignons, est-ce que ces bactéries ont un impact sur la santé du consommateur par la suite ou pas? Donc, 3 petites questions, et puis vous répondez pour le reste. Je ne sais pas, donc je vais commencer par la dernière. Allez-y. Donc, bien sûr, les bactéries, parmi les critères de choix de ces bactéries, donc ces bactéries ne doivent pas avoir d'effet sur la santé, c'est clair. Donc, c'est parmi les critères de choix. Donc, pour les variétés qui sont plus ou moins de même espèce, qui sont plus ou moins tolérantes, et l'effet sur la qualité des graines. Nous n'avons pas beaucoup de résultats, mais le comportement général des plantes, les plantes, elles essayent toujours de protéger les graines.
Dans tous les cas, vous avez donc le sel ou bien les effets, donc des molécules plus ou moins toxiques sont accumulées dans les racines, dans les feuilles, dans les feuilles jeunes. Mais vraiment, il y a toute une barrière, tout un filtre donc pour protéger les feuilles. Mais nous avons fait l'effet de la salinité sur la qualité des graines, par exemple sur une haléphite oléagineuse, et nous avons démontré au contraire que peut-être c'est la taille des graines qui diminue, mais la qualité des graines en termes de composition d'huile, en termes de composition en acide gras, elle est beaucoup plus intéressante chez les plantes cultivées en présence de sel que chez les plantes cultivées en l'absence de sel. Mais même le quinoa, donc c'est Arafat, il est en train de maintenant d'essayer. Nous avons démontré que pas mal de variétés, les variétés les graines, une composition extraordinaire. Maintenant, nous allons voir, cette année, nous allons faire des cultures dans des régions à différentes salinités et voir si pour le même génotype, est-ce qu'il y a conservation de la qualité nutritionnelle d'une région à une autre. Donc ça, c'est la deuxième question. C'est à propos de la culture biologique. Oui. Est-ce que vous avez parlé de culture biologique? Justement, est-ce que c'est valable pour toutes justement, les plantes madame, je vais vous dire une observation. Une fois, donc, je ne sais pas, les collègues du laboratoire se rappellent peut-être de ça, nous avons cultivé une plante halophyte, Bactis maritima, et nous avons mis des plantes en l'absence de sel et des plantes en présence de sel. Et nous avons abandonné ces plantes. Ce n'était pas une expérience. Nous avons remarqué que les plantes qui étaient cultivées en présence de sel se comportaient mieux et se défendaient mieux contre des champignons. Parce que justement, donc, lorsque tu cultives ta plante en présence de sel, elle synthétise pas mal de substances pour arrêter le développement des champignons. Donc, c'est uniquement pour les pesticides, mais pas pour les engrais. Vous ne savez pas pour les engrais. Oui. On n'utilise pas d'engrais. Le quinoa, nous n'avons rien utilisé. Parfait. C'est Arafat, donc... C'est important, la culture biologique, quand même. Alors, vous nous le présentez. C'est Arafat Mena, maître assistant au Centre de biotechnologie de Boursedria. Il est acteur de la convention avec Hazek, donc sur le quinoa. Oui. Plus fort, plus fort. Un effet. Une culture bio à 100%. 100%. Et sans avoir besoin d'engrais chimiques ou biologiques. Aucun. On n'a rien utilisé. Donc la saison dernière, on a fait des essais en plein champ. On n'a utilisé aucun pesticide, aucun engrais chimique, seulement un peu du compost organique. Voilà. Bien, donc, c'est d'art. Ahmed Debaz, je suis maître de conférence au Centre de biotechnologie de Boursedria et accessoirement je suis aussi un des élèves de Sicheli. Merci Sicheli pour cette brillante conférence. C'est comme si que je découvrais, je travaille depuis 20 ans sur les halophytes, c'est comme si que je les découvrais pour la première fois, tellement vous m'avez convaincu et fasciné même. Juste une question par rapport aux halophytes. Est-ce que maintenant on sait tous que c'est des plantes qui sont à croissance relativement lente dans leur majorité et qu'en termes de production de biomasse, elles ne sont pas, disons, si productives de ça par rapport aux plantes conventionnelles, disons, aux crops. Est-ce que vous pensez que c'est quand même, ça rend leur utilisation pour toutes ces applications économiques et environnementales durables et envisageables malgré ce petit handicap? Bien, je réponds rapidement. Donc, dans les halophytes, il y a deux grands groupes. Il y a les halophytes dicotylédones. Vous avez vu, quinoa, c'est une halophyte dicotylédone. Vous avez la croissance extraordinaire de cette plante, mais généralement, les halophytes dicotylédones ont une croissance rapide. Et vous avez vu que certaines plantes, les plantes, dans certains cas, donc, ont un développement même plus important que d'autres cultures. Bien sûr, ce que tu dis, il est vrai pour les halophytes monocotylédones, qui ont une croissance lente. Mais ici, c'est clair. Ahmed, donc pour Kakili Martima
pour les halophytes ou les légumineuses. Donc il y a des essais qui ont montré que le tournesol, c'est une plante oléagineuse conventionnelle, elle produit 2 tonnes par hectare. Salicornia bejulovi, qui est irriguée avec l'eau de mer, elle produisait la même quantité, 2 tonnes de graines par hectare. Des halophytes, je ne sais pas, fourragères. Donc ça a été démontré que la luzerne, qui est la meilleure plante pour l'alimentation de bétail, elle produit jusqu'à 20 tonnes de biomasse par hectare. Des halophytes irrigués avec l'eau de mer produisaient la même quantité, même le qualitatif, le même rendement qualitatif en termes de protéines. Dans les 20 tonnes de luzerne, ça met 2 tonnes de protéines. La même chose dans d'autres halophytes. Donc, je pense que c'est pas un problème, surtout si on l'identifie, bien sûr, il faut sélectionner. Nous avons 2500 espèces halophytiques et il fallait choisir parmi les critères de sélection les espèces à croissance rapide. J'ajoute une deuxième question. J'ai joint l'idée de Mme Gaët sur la datation des espèces. J'ai joint l'idée de Mme Gaët sur la question d'adaptation des espèces aux régions géographiques. Et récemment, au cours de ma thèse, on a étudié Brachypodium et on a trouvé le niveau diploïdie de 3 espèces différentes qui sont Brachypodium et Eurydium, c'est assez distinct. Et on a trouvé que l'espèce polyploïde est plus adaptée aux régions difficiles. Et là, la question qui se pose ici, est-ce que vous avez vérifié, par exemple, si une espèce halophyte qui se trouve tout le long des côtes tunisiennes, des côtes, est-ce qu'il y a une différence de ploïdie sur les côtes d'une région à une autre? Parce qu'on sait que les espèces polyploïdes sont plus tolérantes que les diploïdes, par exemple. Oui, c'est une piste intéressante, mais on n'a pas, donc je n'ai pas de résultats sur ce point, mais je peux vous dire que même dans les halophytes, on dit qu'il y a des halophytes indifférentes. Il y a des écotypes qui vivent dans les milieux salins, on appelle les écotypes des milieux salins, et des écotypes qui vivent dans les milieux non salins, des écotypes non salins. Et c'est la même espèce. Et généralement, les écotypes des milieux salins donc, sont les plus, génétiquement, tout ce que vous voulez, sont les plus intéressantes et les plus tolérantes. Oui, Mosfa Besbes, je fais partie de l'académie et je suis professeur à l'ENIT. Sichad, je voudrais te féliciter pour cette conférence où j'ai appris énormément de choses. Et vous nous avez parlé de biotechnologie et vous avez insisté sur deux messages, la tolérance au sel et la génétique des plantes. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le lien entre tous les travaux qui se font en Tunisie sur ces 2 thèmes, en allant du Cruesi, le projet de l'UNESCO des années 60 sur la tolérance au sel, justement, à ce qui se fait à Sfax, au CBS, l'autre pôle de biotechnologie, et ce qui se fait à la faculté des sciences de Tunis aussi, sur beaucoup de travaux sur la génétique des plantes. Voilà. C'est pour ma culture générale et pour l'auditoire aussi. Bien, je ne sais pas si c'est un peu difficile de faire toute cette synthèse, mais je dis qu'il y a une grande diversité de travaux réalisés sur la diversité génétique, surtout ça a commencé dans la faculté des sciences de Tunis, sur les aspects physiologiques réalisés surtout dans la faculté de Tunis, mais aussi à Borsedria, sur d'autres aspects un peu plus biotechnologiques, mais ce n'est pas les plantes, les micro-organismes dans le CBS. Mais je pense que dans tout ça, il y a beaucoup de résultats très intéressants, mais nous revenons au même problème, c'est que et je ne suis pas pessimiste, je dis que peut-être chaque époque, elle a ses objectifs. Donc le premier objectif, c'est former des compétences. Les compétences sont là. C'est instaurer des infrastructures, elles sont là. Les équipements sont là, les résultats sont là. Ce qui maintenant il faut faire, c'est comment rapprocher, comment valoriser ces résultats, parce qu'il y a des résultats extrêmement intéressants. Les valoriser et donc essayer de les mettre, si vous voulez, à la disposition des utilisateurs. Je ne peux pas aller plus que... Bon, Mohamed Laeb, professeur à l'Institut Pasteur et membre de l'Académie des sciences de lettres et des arts. Je commence d'abord par te remercier, Sichedli, par cette belle conférence qui fait le tour d'horizon du secteur. On a appris aujourd'hui plein de choses.
Simplement, je vais te poser des questions pratiques, scientifiques. Bon, je vais commencer d'abord par l'olivier, qui est notre patrimoine le plus cher, pour la valorisation, mais pour sa sauvegarde. Puisque, comme vous connaissez, il y a une augmentation de la salinité partout en Tunisie, suite à la sécheresse, suite au changement climatique. Oui. Et vous avez parlé à un certain moment de la cohabitation entre des plantes halophytes et l'olivier. Peut-on imaginer, même si c'est un peu théorique, parce que non, c'est pas théorique, je suis scientifique, de faire cohabiter ce genre de choses, plus que des engrais, à la limite. C'est l'apport qui est souhaité et souhaitable pour pouvoir remédier à ces carences, parce que ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé des plantes oléagineuses halophytes, et dans la composition des huiles est équivalent à l'olivier. Comme vous le savez, l'olivier, que ce soit dans le Sahel ou dans Sfax, c'est une région sur 2, voire une région sur 3, pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Or, ces plantes ne nécessitent pas grand-chose et elles peuvent produire tous les ans et régulièrement. Donc, théoriquement, si on croit ce que je suis en train de dire, on peut remplacer avantageusement l'olivier à long terme, pas à court terme, ou faire cohabiter l'olivier avec des plantes oléagineuses. Bon, halophyte. Ma troisième petite question, c'est que... pour les questions, je te poserai dans la question. On va continuer la discussion, mais tout simplement, ce que vous avez dit, si Mohamed, il est pertinent. Et nous avons déjà commencé à concevoir des actions, c'est dans la région du Gabon, avec les agrumes qui sont sensibles au sel, et justement installer entre les rangées d'agrumes des plantes halophytes pour dessaler le sol. Donc D'ailleurs, nous avons déjà, à un certain moment, nous avons conçu un projet, ça s'appelle Risolive. Risolive, qu'est-ce que nous avons... C'est fait. C'est entre les rangées d'oliviers, maintenant, cultiver des légumineuses, c'est pour enrichir les oliveraies en azote. Donc les cultures mixtes, les interactions entre les plantes, c'est intéressant et c'est envisageable. Bon, lorsque je dis de halophyte oléagineuse, on n'a pas l'intention de concurrencer l'olivier, c'est sacré, mais je dis tout simplement, lorsque je dis halophyte oléagineuse, c'est-à-dire que j'ai un sol qui ne sert à rien, complètement abandonné. Dans ce sol, je peux mettre une plante, une halophyte oléagineuse qui produit de l'huile. C'est diversifié. D'accord. Mais l'avenir, je ne vois pas l'avenir sans l'olivier. Je suis peut-être un peu, mais pour l'olivier, donc il est là. On peut améliorer le rendement. Ce qui est un peu regrettable pour l'olivier, c'est que nous parlons des variétés. Nous avons peut-être une centaine de variétés. Mais nous connaissons uniquement 2 variétés. La Chétuif au nord et la Chemlel au sud. Et il y a plusieurs autres variétés qui ne sont pas connues. Pire encore, les Tunisiens importent des variétés Menesbania en Italie pour les installer en Tunisie, soi-disant pour améliorer la qualité de l'huile d'olive, alors que vous savez que le produit, l'huile, c'est l'interaction entre le milieu et le génotype. Nous avons importé, je ne sais pas, pour des milliards, je ne sais pas, de plants d'oliviers de l'Espagne pour les mettre en Tunisie et qui, bien sûr, ces oliviers ont perdu leur qualité. Donc je dis que peut-être qu'il faut promouvoir d'autres variétés intéressantes. Tout ne s'appart la chute des chemnelles. C'est tout l'intérêt de la Banque des gènes et des instituts spécialisés, qui m'a l'Institut de l'Olivier quand même, qui peut aimer. Oui. Alors moi je voudrais quand même dire que il y a maintenant, il faut pas, à chaque fois qu'on fait ce type de conférence, on se dit il y a un potentiel. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, il y a de très belles recherches, il y a un patrimoine qui est là et on n'arrive pas à sauter le pas et aller vers réellement une vraie innovation qui soit au service de l'économie, au service alors que le schéma, il y a des choses très simples relativement, en apparence, relativement à faire. Et donc,
la question qui se pose, c'est quelles sont les composantes nécessaires, à part la recherche et la connaissance pure, pour aller de l'avant, et qu'est-ce qui pourrait sortir effectivement de type de réunion comme ceci en tant qu'action qui pourrait faire avancer les choses. Parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une vision politique, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, il faut qu'il y ait aussi la société civile qui pousse à ce qu'on puisse faire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes à Beit el-Hikma, et là, on va avoir une conférence de sensibilisation d'un public large. Donc, moi, je pense que la pierre n'est à jeter à personne. Je pense que tout le monde a une part de responsabilité. Et la responsabilité de tout un chacun, c'est d'aller vers l'autre. Pour dire, si on ne sait pas ce que je fais, il faut que je trouve une stratégie pour communiquer d'une façon plus offensive, pour arriver au grand public, aux décideurs, aux bailleurs de fonds, aux industriels, aux associations, pour dire voilà ce que produit l'université tunisienne, voilà ce qu'ont produit les chercheurs. Et donc il y a un travail qui doit être un travail de communication scientifique, de vulgarisation scientifique, que nous, chercheurs, devons assumer. C'est tout. Bien. Peut-être que, donc, maintenant, c'est pour répondre aussi aux autres questions. Oui. C'est important, madame. Et donc, je vais vous dire, mes collègues du CBC vont m'excuser, parmi les raisons pour lesquelles j'ai opté pour le choix de l'ANPR, parce que j'ai fait de la recherche, je suis frustré comme vous, parce qu'il y a pas mal de résultats qui sont présents, qui méritent d'être valorisés. Il y a un problème de valorisation. Lorsqu'on m'a proposé l'ANPR, j'ai dit peut-être c'est une bonne chose pour changer, être un peu dans l'interfaçage. Et justement, donc, c'est important. Au niveau du ministère, je peux vous dire qu'il y a pas mal de mécanismes de financement des projets de coopération entre le secteur public et privé. Je vais juste pour parler, au niveau de l'ANPR, ce que nous faisons, par exemple, le Mobidoc, le fait de préparer des thèses ou bien une activité postdoctorale dans l'entreprise, c'est justement mettre la recherche au service du milieu socio-économique. Lorsque, donc, si vous voulez, on met en place des bureaux de transfert de technologie, on a mis 25 bureaux de transfert de technologie dans les différentes universités, dans les centres de recherche, c'est justement pour assurer l'interfaçage entre l'université et le milieu socio-économique. Et dans cet interfaçage, madame, c'est important. Les référents buts, la tâche la plus importante, c'est identifier dans chaque région quels sont, si vous voulez, les besoins, quels sont les problèmes, et identifier dans l'autre monde de la recherche quelles sont les structures qui peuvent répondre le mieux à ces exigences. C'est la tâche la plus déterminante des bureaux de transfert de technologie. Nous avons mis en place aussi toute une activité sur la création de spin-off, d'entreprises, de start-up. Donc tout ça, ça existe, mais je pense que c'est important, mais c'est insuffisant. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a un monde de la recherche, je vais dire le monde socio-économique. Il y a plusieurs structures d'interfaçage, il y a plusieurs mécanismes d'interfaçage, mais je peux vous dire qu'il faut sensibiliser. Je ne responsabilise personne, mais dans le monde socio-économique, il faut sensibiliser davantage. Parce que je vous dis ça, parce qu'à l'ANPR, nous avons l'expérience, nous avons envoyé des docteurs dans une entreprise, et l'entreprise elle a payé 20%, 200 dinars du montant pendant 24 mois. Eh bien, croyez-moi, nous avons toutes les difficultés du monde pour récupérer donc les 200 dinars. Maintenant, tu mets à la disposition de l'entreprise un docteur qui lui rend service, et cette entreprise, elle a possibilité d'accéder à un laboratoire de recherche, aux structures de recherche, aux résultats, au savoir-faire, tout ce que vous voulez, et pour payer 200 dinars, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous devons travailler davantage, si vous voulez, l'absence de l'aventure. Les gens ne veulent... Le milieu industriel, il doit comprendre qu'on doit changer. Il y a des opportunités. Je vous assure que les docteurs qui sont maintenant chômeurs peuvent constituer une source de richesse de notre pays avec tout ce qu'ils connaissent faire. C'est juste une sensibilisation
et un changement de mentalité, surtout dans le milieu socio-économique. Mais peut-être que je vais rajouter, c'est vrai qu'il faut sensibiliser les industriels, mais il faut une volonté politique et il faut une vision politique claire pour ce qui est de la recherche. Ça fait 40 ans que l'on raconte exactement la même histoire. retraite, donc, bon, enfin, pour vous, si pas pour moi, 40. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vision. C'est très important. Il n'y a pas de vision, on n'avance pas. Les jeunes ont toute la possibilité de créer leur propre entreprise. Voilà, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est que les jeunes docteurs, eux-mêmes créent leur entreprise et l'entreprise elle-même va changer dans sa conception. Il n'y a pas photo, ça fait des années qu'on ne crée pas de postes et donc ils sont sensibilisés à vouloir faire des start-up et à aller travailler et à innover et avoir des idées intéressantes. Sauf que le contexte sur le plan économique et sur le plan administratif est extrêmement décourageant. On fait tout pour que ces jeunes baissent les bras. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'idée, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. Il y a beaucoup de jeunes qui ont tenté. Il n'y a pas de volonté politique, c'est tout. Et finalement, qui font marche arrière. Et c'est ça, le problème, il est là. C'est qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour les jeunes. Madame, s'il vous plaît, on va... Je suis à votre disposition. Mais d'accord. Mais c'est important de dire que, pour le moment, et je suis impliqué dans ça, donc on a tous contribué à la formation des enseignants. C'est tout. Tout notre système. Aïe. Bien sûr. Donc, oui. C'est pour cela que maintenant on parle des nouveaux métiers d'appui à la recherche et au transfert de technologie. Donc notre système d'enseignement supérieur doit changer. Il doit être réformé pour avoir une formation appropriée avec les besoins socio-économiques. Merci, Chedli. Merci à la présence. Alors, on peut...